Quand les gens pensent aux crises économiques, ce qui leur vient à l'esprit, c'est la panique. Ils imaginent des écrans rouges à la bourse, des investisseurs désespérés et des familles perdant tout. C'est l'effondrement des rêves, le chômage, la ruine. Mais ce que personne ne te dit, c'est que derrière chaque chute brutale de l'histoire se cache une opportunité silencieuse, une fenêtre que peu perçoivent et que presque personne ne saisit. Toute grande crise a toujours été suivie par le plus grand transfert de richesse de son époque. Ceux qui ont compris le schéma ont non seulement survécu, ils se sont enrichis au-delà de l'imaginaire. Pendant que la multitude fuyait, quelques-uns achetaient ce que tout le monde jetait. C'est cruel, mais c'est réel. Le chaos ne détruit jamais la richesse, il ne fait que changer de propriétaire. Après le krach de 1929, ceux qui eurent le courage d'investir au milieu du désespoir virent leur patrimoine se multiplier par dizaines. La même chose se produisit après l'effondrement des entreprises.com en l'an 2000 et pendant la crise immobilière de 2008. Dans chacune de ces tempêtes, ceux qui restèrent rationnels récoltèrent des résultats qui transformèrent des familles entières pour des générations. Maintenant, une fois de plus, nous sommes au bord d'un nouvel abîme. Les signes sont partout. Dette croissante, spéculation, bulle à la suite. Tout indique que d'ici l'année 2026, nous assisterons à une nouvelle réinitialisation financière globale. Et comme avant, elle viendra habillée de panique, de gros titres et de désespoir. Mais le véritable secret est de comprendre que ces chutes ne sont pas la fin. Elles sont le début de quelque chose de nouveau. Chaque effondrement est une redistribution de pouvoir et de ressources. Et celui qui saura se positionner du bon côté de l'histoire peut transformer la peur collective en la plus grande opportunité de sa vie. Le cycle économique suit un rythme presque mathématique depuis plus d'un siècle. Tous les 18 à 20 ans, le système atteint son point de rupture. La dette explose, la cupidité dépasse la raison et la réalité réclame son dû. Ce fut le cas en 1929, dans les années 70, en 2000, en 2008. Et tout indique que maintenant, alors que nous nous approchons de 2026, le schéma est sur le point de se répéter. Les chiffres ne mentent pas. L'indice qui mesure à quel point les actions sont chères par rapport aux bénéfices, le fameux CAPE de Shiller, est à l'un des niveaux les plus élevés de l'histoire, dépassé seulement par celui de la bulle des entreprises.com. La dette des ménages bat des records. Les entreprises sont gorgées de prêts bon marché qui deviendront bientôt impayables, et le gouvernement américain lui-même dépense déjà plus qu'il ne peut soutenir. Pourtant, les experts qui n'ont jamais prédit la moindre crise continuent de dire de ne pas s'inquiéter. Ils répètent les mêmes phrases que toujours. L'économie est forte, le chômage est bas, il n'y a pas de raison de paniquer. Exactement le même discours entendu en 1999 et en 2007, peu avant l'effondrement. Pendant que les médias vendent de la tranquillité, l'argent intelligent se déplace en silence. Warren Buffett, par exemple, accumule plus de 300 milliards de dollars en liquidités, le montant le plus élevé de l'histoire de Berkshire Hathaway. Les grands fonds d'investissement migrent discrètement vers des positions défensives et achètent de l'or, de l'argent et des actifs réels, pendant que le reste du monde continue d'être aveugle. Les signes sont clairs. La confiance des consommateurs chute, les dettes de cartes de crédit explosent et le secteur immobilier commercial montre déjà des signes d'effondrement. Tout cela n'est pas un hasard. C'est le prélude d'un tremblement financier qui se forme sous nos pieds. Mais comme toujours, la majorité le percevra trop tard. Alors que la majorité panique devant une crise, les riches n'y voient qu'une opportunité déguisée. Ils comprennent que l'effondrement n'est pas un accident, mais un mécanisme naturel de redistribution, un mouvement où les actifs passent des mains faibles aux mains fortes. C'est la danse inévitable entre émotion et rationalité. Celui qui agit par peur remet sa richesse à celui qui a planifié en silence. Pendant la crise de 2008, des millions d'Américains perdirent leurs maisons, leurs emplois et toutes leurs économies. Mais un petit groupe, préparé et patient, acheta des biens immobiliers à 30 cents le dollar, acquit des actions de géants mondiaux pour des prix dérisoires et construisit des fortunes qui traversèrent les générations. Ce furent eux qui virent une opportunité là où le reste ne voyait que des espoirs. La même chose se répéta à d'autres époques. Au plus fort de la Grande Dépression, John D. Rockefeller dit une phrase qui résonne encore aujourd'hui. «
Les fortunes se font quand le sang coule dans les rues. Et il avait raison. Pendant que les foules faisaient la queue pour du pain, ceux qui avaient du capital et de la vision achetèrent des entreprises, des chemins de fer et des industries qui vaudraient plus tard des milliards. Ces histoires ne sont ni de la chance ni une coïncidence, elles sont un schéma. Chaque effondrement suit le même scénario. Une ère d'argent facile et d'euphorie se termine par la dette, la panique et la liquidation. C'est un cycle aussi prévisible que le lever du soleil. Le secret est de ne pas se laisser tromper par la peur collective, car c'est précisément dans ce chaos que le marché révèle qui comprend vraiment le jeu. Et ce que nous voyons maintenant est le début de ce même processus. Nous vivons la plus grande expansion de dette de l'histoire de l'humanité. Gouvernements, entreprises et consommateurs dépensent ce qu'ils n'ont pas, croyant que demain sera toujours meilleur. Mais quand l'optimisme se heurte aux mathématiques, le résultat est inévitable. Vient la correction, et elle a déjà commencé. Ce à quoi nous assistons maintenant, c'est à l'épuisement d'un cycle insoutenable. Pendant plus d'une décennie, les gouvernements et les banques centrales ont alimenté le marché avec des taux d'intérêt artificiels et une impression monétaire à une échelle sans précédent. Ils ont créé un sentiment de prospérité qui n'a jamais été réel, seulement gonflé. Le résultat ? Des actifs surévalués, des entreprises zombies survivant grâce au crédit bon marché et une génération entière qui croit que les prix ne font que monter. Mais les mathématiques ne négocient pas. Quand les taux d'intérêt commencent à monter pour contenir l'inflation, toute la structure construite sur la dette commence à craquer. Les coûts explosent, les profits se contractent, la consommation ralentit, et le château de cartes vacille. Le même optimisme qui soutenait la croissance se transforme en peur, et le marché passe de l'euphorie au désespoir presque du jour au lendemain. Les gouvernements sont pris au piège. S'ils maintiennent les taux élevés, ils brisent le système. S'ils les réduisent à nouveau, ils alimentent une inflation hors de contrôle. C'est le dilemme parfait et insoluble créé par des décennies d'imprudence fiscale. Pendant ce temps, le citoyen ordinaire paie la facture avec une monnaie dévaluée, des salaires stagnants et un coût de la vie croissant. Mais curieusement, c'est dans ce chaos que les opportunités surgissent. Quand les prix des actifs s'effondrent, ils ne cessent pas d'avoir de la valeur. Ils révèlent seulement à quel point ils étaient gonflés. Les bonnes entreprises continuent d'exister. Les biens immobiliers de qualité continuent d'abriter des familles. L'or continue d'être de l'or. La différence est que pendant la panique, tout cela peut être acheté pour des clopinettes. Et c'est exactement là que les riches agissent. Non pas parce qu'ils sont plus intelligents, mais parce qu'ils se préparent quand tout le monde est distrait. Ils savent que la crise ne détruit pas la valeur réelle, elle sépare seulement l'illusoire de l'essentiel. C'est dans ce tri brutal que les grandes fortunes naissent, pendant que le reste lutte pour comprendre ce qui s'est passé. La plupart des gens ne perdent pas d'argent parce qu'ils investissent mal, mais parce qu'ils pensent comme un consommateur, non comme un investisseur. Ils achètent quand tout semble sûr. Quand les informations sont optimistes, que les amis gagnent de l'argent et que le marché est en hausse. Et ils vendent quand la peur domine, quand les gros titres crient à la crise et que tout le monde dit que le monde va finir. Ce schéma émotionnel garantit qu'ils achètent toujours cher et vendent toujours bon marché. Investir avec succès, c'est faire exactement le contraire de l'instinct. C'est acheter quand la peur est à son comble et vendre quand l'enthousiasme est hors de contrôle. Cela semble simple, mais c'est presque impossible, car cela exige du courage pour nager à contre-courant. Et le courant est fait d'opinion, de panique et d'euphorie. Seul celui qui a du sang-froid et de la planification parvient à voir au-delà du bruit. Pendant l'euphorie, l'argent est facile, les gains sont rapides et tout le monde semble un génie. Mais c'est précisément à ce moment que l'investisseur rationnel commence à s'éloigner, accumulant des liquidités et de la patience. Il sait que la prochaine chute n'est pas une question de si, mais de quand. Et quand l'effondrement arrive, c'est lui qui achète ce que les autres vendent dans leur désespoir. Dans la crise de 2008, ceux qui eurent la discipline d'agir au milieu de la panique achetèrent des actifs qui multiplièrent leur valeur en quelques années. Ce ne fut pas de la chance, ce fut une préparation émotionnelle et une stratégie. Parce que dans les moments de chaos, l'émotion est l'arme la plus létale et le silence est l'avantage le plus lucratif. C'est pourquoi les riches semblent toujours chanceux. En réalité, ils entraînent simplement leur esprit à agir de manière antinaturelle.
Ils accumulent quand tout le monde est confiant et ils attaquent quand tout le monde abandonne. Au final, le marché récompense ceux qui ont des nerfs d'acier et punit ceux qui réagissent comme une foule. Se préparer à une crise, ce n'est pas prédire l'avenir, c'est accepter qu'il viendra et se positionner avant. La première étape est de comprendre que la liquidité est un pouvoir. Avoir des liquidités quand tout le monde vend, c'est ce qui différencie celui qui achète des opportunités de celui qui implore un sauvetage. Mais l'argent qui dort ne suffit pas. Il faut savoir où le placer quand la panique commencera à retomber et que la poussière se dissipera. L'histoire montre que les actifs de qualité prévalent toujours. Les entreprises solides, avec peu de dettes et des produits essentiels, non seulement résistent, elles grandissent quand leurs concurrents font faillite. C'est la même chose pour les biens immobiliers bien situés. Ils peuvent se déprécier temporairement, mais ils remontent quand le marché se stabilise. Quant aux métaux précieux, ils jouent un autre rôle, celui de préserver la valeur quand le système perd sa crédibilité. Pendant le chaos, ce n'est pas l'éclat de l'or qui attire, c'est la confiance. Le métal ne génère pas de profit, mais il protège le pouvoir d'achat quand la monnaie devient du papier sans contrepartie. C'est une assurance silencieuse, pas un billet de loterie. C'est pourquoi le secret réside dans l'équilibre. Avoir des liquidités pour agir, des actifs réels pour se protéger et un esprit froid pour ne pas devenir l'otage de la volatilité. La véritable préparation commence avant l'effondrement. C'est quand les médias parlent encore de prospérité durable et que l'optimisme est général que l'investisseur intelligent fait le mouvement opposé. Il accumule des liquidités, étudie les entreprises et attend. Quand la peur revient et que le marché s'effondre, il entre calmement et achète ce que le désespoir a mis en solde. Cette stratégie exige de la patience et de la discipline. C'est un jeu d'attente, pas d'adrénaline. Mais c'est ainsi que les fortunes se font, à contre-courant de l'émotion collective. Parce qu'au final, les crises ne créent pas l'inégalité, elles révèlent seulement qui a appris à jouer le jeu avec sang-froid, pendant que le reste brûlait ses jetons. Pendant une crise, diversifier ne signifie pas disperser la peur, mais distribuer l'intelligence. L'investisseur préparé comprend que chaque actif a un rôle. Certains protègent, d'autres multiplient. Pendant que le chaos détruit de la valeur dans certains secteurs, d'autres grandissent en silence. C'est pourquoi les grandes fortunes maintiennent toujours une combinaison de liquidités, d'actifs réels et d'investissements qui prospèrent en temps difficiles. La dette, en revanche, est un poison. Celui qui est endetté perd sa liberté et devient l'esclave des circonstances. Pendant l'euphorie, l'effet de levier semble génial. Pendant l'effondrement, il devient une sentence. L'investisseur endetté est forcé de vendre au pire moment, livrant ses actifs à ceux qui ont attendu avec patience. La règle est simple, celui qui doit obéit, celui qui a des liquidités choisit. Les entreprises qui survivent aux tempêtes ont quelque chose en commun, des liquidités solides, peu de dettes et des produits que le monde ne peut pas arrêter de consommer. L'énergie, l'alimentation, la santé, la logistique. Les secteurs essentiels maintiennent leurs demandes même quand tout s'effondre. Ce sont des entreprises qui soutiennent le système, et c'est vers elles que la richesse converge quand le reste s'effondre. Comprendre aussi le comportement du gouvernement est vital. Aucun politicien ne supporte la déflation. Tous préfèrent l'inflation parce qu'elle paie les dettes aux dépens de la population. Cela signifie qu'à long terme, l'argent perd toujours de la valeur, et seuls ceux qui possèdent des actifs tangibles, terres, métaux, énergie, production, maintiennent un pouvoir réel. L'inflation est un impôt invisible qui ronge le patrimoine de ceux qui font confiance au papier. C'est pourquoi l'indépendance financière commence par l'indépendance mentale. Il ne s'agit pas seulement de bien investir, mais de voir au-delà de l'illusion de la croissance éternelle. Quand le gouvernement promet la stabilité et que les banques promettent la sécurité, c'est le signe que le cycle est proche de sa fin. Et celui qui comprend cela se positionne pour ce qui importe vraiment. Survivre d'abord, prospérer ensuite. Ce qui s'en vient ne sera pas seulement une récession locale, ce sera une restructuration globale. Les crises modernes ne respectent pas les frontières, mais elles n'atteignent pas non plus tous les pays de la même manière. Pendant que certains s'effondrent, d'autres fleurissent dans les brèches laissées. La crise asiatique de 1997 détruisit des économies entières, mais ouvrit l'espace pour que la Chine grandisse.
La crise européenne de 2010 ravagea la Grèce et le Portugal, mais renforça l'Allemagne et les Pays-Bas. Et ce qui s'approche suivra le même schéma. Douleur pour certains, avantage pour d'autres. La monnaie sera le champ de bataille. Celui qui a des actifs en devises fortes, tout en vivant dans des économies fragiles, pourra maintenir son pouvoir d'achat même au milieu du chaos. De la même manière, des biens immobiliers acquis en dollars dans des pays où la monnaie locale s'effondre peuvent se transformer en refuge lucratif quand tout se stabilisera. Comprendre le jeu des changes est plus qu'une stratégie, c'est une question de survie. Les matières premières entrent aussi dans cette équation. L'énergie, les métaux et l'alimentation réagissent toujours en premier quand le système vacille. Dans les premiers stades d'une crise, ils montent avec la fuite de l'argent du papier. Ensuite, ils chutent quand la récession fait baisser la demande. L'investisseur qui comprend ce rythme surfe les vagues dans les deux directions. Il achète avant l'euphorie inflationniste et vend avant la stagnation déflationniste. La technologie, quant à elle, vivra un nettoyage brutal. Les entreprises construites sur le battage médiatique et le capital bon marché vont disparaître, mais celles qui résolvent des problèmes réels en sortiront renforcées. L'automatisation et l'intelligence artificielle, par exemple, croîtront à mesure que les entreprises chercheront à réduire leurs coûts et à augmenter leur efficacité. Celui qui détiendra ces outils commandera le nouveau cycle économique. Et au centre de tout cela se trouve l'énergie. Les pays qui produisent ce qu'ils consomment auront de l'autonomie. Ceux qui dépendent des importations feront face à des effondrements plus profonds. L'autosuffisance énergétique, autrefois traitée comme un idéal, deviendra un bouclier. Les panneaux solaires, les batteries et la production locale cesseront d'être un luxe écologique pour devenir une survie économique. Quand le système échoue, ce qui soutient les gens n'est ni la banque ni le gouvernement, c'est la communauté. En temps de crise, les amitiés, la famille et les réseaux locaux deviennent plus précieux que n'importe quel investissement. Ceux qui apprennent à coopérer, à partager des ressources et à échanger des compétences créent un type de richesse que l'effondrement ne détruit pas. L'entraide. La santé entre aussi dans cette équation. Les crises économiques augmentent le stress, et le stress facture des intérêts élevés. Maintenir le corps et l'esprit solides n'est pas un luxe, c'est une stratégie. Le corps est ton premier actif. Sans lui, aucun autre investissement n'a d'importance. Prendre soin de sa santé, bien dormir et réduire l'anxiété sont des moyens de résister psychologiquement au chaos quand il arrive. Il en va de même pour la connaissance. Dans un monde qui change rapidement, les compétences deviennent la nouvelle monnaie. Celui qui sait s'adapter, apprendre et enseigner aura toujours une place à table, même si le système s'effondre. Les personnes les plus résilientes ne sont pas celles qui ont le plus de diplômes, mais celles qui apprennent le plus vite quand tout change. La mobilité est une autre forme de pouvoir. Celui qui peut se déplacer, changer de ville, de pays ou de profession, a un avantage énorme sur celui qui est coincé par des dettes, des obligations ou la peur. La liberté de choisir où vivre et comment agir est l'antidote à tout effondrement. Et cette liberté commence par des décisions simples prises bien avant que la crise ne commence. Enfin, la conscience. Quand les gens réalisent qu'ils dépendent de structures fragiles et de promesses politiques, ils reviennent à l'essentiel, prendre soin de leur propre vie, des relations réelles et de ce qui est tangible. Les crises, au fond, ne font qu'exposer ce qui a toujours été vrai, que la véritable sécurité ne vient pas du système, mais de la capacité de penser et d'agir par soi-même. Le monde marche vers un point de saturation. Les dettes globales dépassent déjà toute capacité réelle de paiement, et les banques centrales vivent d'imprimer de l'espoir, mais chaque tour de passe-passe a une limite. Quand la confiance se perd, l'argent cesse d'être une croyance et redevient du papier. C'est là que le système doit se réinventer, et 2026 pourrait être le début de cette nouvelle phase. La crise qui vient ne sera pas la fin du monde, mais la fin d'un modèle. Les vieux rouages de l'économie, taux bas, crédit infini et consommation artificielle, ne soutiennent plus la réalité. L'effondrement sera le réajustement nécessaire, le nettoyage qui séparera ce qui était illusion de ce qui a de la valeur véritable. Et celui qui l'aura compris à temps, non seulement survivra, il prospérera. Les opportunités seront cachées sous les décombres, biens immobiliers dévalués, entreprises solides vendues pour des clopinettes, monnaies alternatives gagnant en force. L'histoire montre que les plus grandes fortunes naissent quand la peur domine et que l'espoir semble mort. Le secret est de garder son calme
pendant que tout le monde perd le contrôle. La question n'a jamais été de savoir s'il y aura une crise, c'est de savoir si tu seras prêt quand elle arrivera. Parce que toute catastrophe financière est, dans son essence, une redistribution. La richesse change de main, le pouvoir change de direction, et l'avenir change de propriétaire. Et cette fois-ci, ce ne sera pas différent. Le cycle est sur le point de redémarrer. Le choix a été fait il y a longtemps. Il ne te reste plus qu'à décider de quel côté tu veux être. Ceux qui se préparent maintenant récolteront dans le chaos ce que les autres ont perdu dans le confort. Et si tu veux faire le prochain pas dans cette réflexion, regarde la vidéo qui apparaît maintenant sur ton écran.